Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de l'Alpine V6 Turbo de 1986. Donc les amis, aujourd'hui j'ai la chance une fois de plus grâce à l'un de mes abonnés de pouvoir tester une voiture mythique. On est aujourd'hui dans une Alpine V6 Turbo de 1986 et c'est un modèle que vous voyez encore complètement d'origine, une machine en très bon état. Merci encore à l'abonné qui est venu jusqu'ici pour me la prêter. Donc si vous suivez ma chaîne depuis quelques années maintenant, vous aviez peut-être vu le test du modèle précédent à celui-ci, l'Alpine A310. Donc c'était un modèle qui avait été conçu dans les années 70 et là on est sur le modèle d'après qui a été conçu, vous l'aurez compris, au début des années 80, l'Alpine V6 Turbo. Certains l'appellent GTA, mais il semblerait que ce terme GTA ne soit pas officiel. Donc ne soyez pas étonnés si, durant le test, moi je l'appelle tout simplement la V6 Turbo. Donc tout d'abord, au niveau du style, on voit bien la filiation entre l'ancienne A310 et celle-ci. Sauf que bien sûr, ça a été complètement modernisé, c'est beaucoup plus, ressemblant à ce qu'on pouvait avoir sur les véhicules grand public, un peu moins exubérant, mais ça reste une voiture très sport et on garde la même disposition moteur. Le moteur est en porte-à-faux à l'arrière. Il s'agit toujours du V6 PRV pour Peugeot, Renault, Volvo, qui a été une fois de plus modernisé. Il a été passé à l'injection sur ce modèle et couplé, vous l'aurez compris, à un turbo. Donc cette motorisation est donnée pour 200 chevaux et la voiture, elle, pèse environ 1,2 tonne. Bon, vous le voyez, pour l'instant, je suis vraiment pas dans les meilleures conditions pour tester cette voiture vu que je suis en ville. Et clairement, c'est un peu à l'ancienne. On a les pédales déjà qui sont très rapprochées les unes des autres. Faut bien placer ses pieds, sinon on appuie sur deux pédales en même temps. Et la voiture n'a pas de direction assistée. Heureusement, vu que le moteur est à l'arrière, il y a relativement peu de poids sur l'avant et j'arrive à manœuvrer sans trop de difficultés. Après, vous voyez quand même que dans les toutes petites rues où je me trouve, l'angle de braquage est parfois un peu limite. Dès qu'on accélère un petit peu, on entend bien le turbo. Là aujourd'hui j'ai les vitres ouvertes, déjà pour profiter de la sonorité moteur, mais également pour refroidir la caméra, car cette voiture n'a pas de climatisation. C'était proposé à l'époque, mais uniquement en option. D'ailleurs, il faut savoir que cette voiture n'a globalement pas d'option de l'époque. La seule option qu'on a, c'est l'autoradio, qui est un autoradio Philips très compliqué, vraiment typique à cette voiture. À l'époque, les options les plus fréquentes, c'était la clim et l'ABS. Aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre. Alors, petite particularité assez amusante, à chaque fois que je mets le clignotant, on entend ce petit bruit bip 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 bip. C'est vraiment un bruit très électronique. Aucune autre voiture que j'ai pu tester n'avait un bruit de ce genre pour signaler les clignotants. C'est assez marrant. On sent qu'ils avaient voulu donner vraiment un côté moderne à cette voiture. Après, maintenant, ça fait sourire, vu qu'on est sur la modernité vue du début des années 80. Bon, actuellement, je suis toujours en ville et un paramètre qui est quand même assez appréciable, c'est le nombre d'espaces vitrés. On est sur un véhicule très bas et souvent ce genre de petits coupés sport ont des espaces vitrés assez restreints et là finalement on a une bonne prise d'infos autour de nous. Les montants devant nous sont déjà assez fins. On a des custodes vitrés un peu partout, y compris à l'arrière. Il y a juste deux angles morts qui sont un peu importants vers l'arrière. Mais sinon, globalement, on a pas mal de visibilité et même la luminosité est pas trop mal. Alors qu'on n'a pas de toit ouvrant sur ce modèle. Dès qu'on accélère un peu, franchement, la sonorité est géniale. On entend quasiment aussi fort le turbo que l'échappement.
dépasse les 3000 tours, le moteur il vous catapulte. J'adore vraiment cette mécanique. En plus, vu que le moteur sur ce modèle est en porte-à-faux à l'arrière, un peu comme sur une Porsche 911, on a cette sensation que le véhicule se soulève un petit peu de l'avant. C'est vraiment génial. Alors commençons à parler de l'intérieur. On peut voir déjà qu'on est sur une finition pas trop mal, parce que maintenant la voiture est ancienne, c'est une voiture de collection, et l'intérieur est encore en très bon état, que ce soit au niveau des plastiques et même au niveau de la sellerie. Les sièges sont un peu baqués, hein, c'est une voiture de sport. Aujourd'hui, les tissus sont encore en assez bon état, mais le propriétaire me disait que les mousses à l'intérieur sont d'origine, donc forcément le maintien n'est plus aussi bon que ce qu'il pouvait être à l'époque. Mais néanmoins, je suis quand même assez bien calé dans ce siège et j'aime vraiment bien l'aspect, l'esthétique. On retrouve d'ailleurs le niveau de finition, les mêmes coloris aussi bien devant que derrière. Et franchement, je trouve que cet intérieur a plutôt bien vieilli. Ici, je sors de l'agglomération, j'accélère un petit peu. Franchement, on n'imagine pas en fait qu'une voiture de cet âge-là peut avoir ce genre de comportement et de performance. C'est finalement très moderne et j'adore, franchement, j'adore. Pour revenir sur le style de cette voiture, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de petits appendices aérodynamiques. Et en fait, le plus souvent, c'est même pas réellement pour l'aérodynamique, c'est plus pour diffuser l'air vers la baie moteur. Car comme je vous l'ai dit, le moteur est à l'arrière, en porte-à-faux. Et logiquement, c'est beaucoup plus difficile de ramener l'air vers un moteur qui est derrière plutôt que sur une machine qui a le moteur à l'avant. Donc vous avez des petites aérations, que ce soit au niveau des vitres ou même en dessous de la voiture, il y en a un peu partout afin de refroidir ce moteur. C'est d'ailleurs un des points à surveiller sur ce genre de mécanique, la surchauffe. On peut même voir qu'afin de vraiment bien diffuser l'air directement sur le moteur, on a le plastique qui sert de cache, qui est avec plein de canalisations pour rediriger l'air. Franchement, il y a vraiment eu tout un travail pour cette diffusion d'air et le refroidissement du moteur. Les amis, on est de nouveau ici, comme à chacun de mes tests, pour tester l'accélération. Bien que ce soit un véhicule un peu ancien, on va vérifier ses performances. C'est une voiture donc qui développe, je le rappelle, 200 chevaux. Le moteur est à l'arrière, c'est bien évidemment une propulsion et elle est donnée pour un poids tout plein fait d'environ 1,2 tonne. Il n'y a pas d'aide électronique, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien. On va vérifier comment tout ça se comporte. Allez, c'est parti. Je vous dirai bien sûr à quel moment j'arrive à 100. Let's go. Donc ça pousse à mort dès qu'on dépasse les 3000 tours. Wouhou! Et 100. Wouh! Alors j'ai été un peu surpris parce qu'en fait le rupteur arrive quand même assez vite. Il n'est pas brutal, il n'est pas vraiment brutal, c'est gérable. Mais j'ai été surpris. En fait la voiture prend tellement de vitesse et le moteur a un comportement quand même très bon. On se dit ça pousse, ça pousse, ça pousse, je garde la vitesse. Mais non, on arrive au rupteur vers 6500. Faut changer de rapport. Et j'ai perdu donc un petit peu de temps sur 0 à 100. Mais vous avez vu que c'était très très performant. Maintenant, on va vérifier si ça tourne bien. Alors, je braque à fond. Et finalement, pour une machine d'1,2 tonne qui n'a pas de direction assistée, je trouve que ça braque quand même assez facilement. On n'a pas besoin de mettre un effort délirant. Bon, alors là, je suis sorti un tout petit peu dans l'herbe. Ouais, franchement, pour une voiture de ce gabarit, l'angle de braquage n'est pas exceptionnel sans être complètement mauvais non plus. Hein. Mais c'est vrai que venant d'une voiture en propulsion, on s'attendrait à ce que l'avant, ça braque un petit peu plus. On est reparti pour une accélération et ensuite, je vais me concentrer sur le freinage. Allez, ce coup-ci, j'essaie de ne pas me bouffer le rupteur. Et 100. Maintenant, je freine. Et franchement, ça freine plutôt bien. Hein. Une fois de plus, pour une voiture de cet âge-là,
c'est vraiment bon, hein. Sur ce modèle, bien sûr, on a des freins à disque aussi bien devant que derrière, mais je ne peux pas vous les montrer à cause du design des jantes qui cache complètement les freins. Les jantes ont d'ailleurs un design assez atypique. Elles reprennent globalement la forme de la turbine qui est à l'intérieur d'un turbo. On peut aussi comparer ça à la turbine d'un réacteur. Et normalement, le fait que ces jantes aient cette forme permet aussi de renvoyer de l'air sur les freins afin de les refroidir. Allez, je réaccélère. Franchement, il y a vraiment de quoi s'amuser. Actuellement, je dirais que le truc un peu limitant, c'est psychologique. C'est juste le fait de savoir qu'on a ces performances-là et aucune aide comparé aux véhicules maintenant qu'on a tous au quotidien qui ont au minimum l'ABS, le SP, peut-être parfois traction control. C'est un petit peu déstabilisant de se dire que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Au niveau du tableau de bord, on a quelque chose qui de nouveau se voulait futuriste, moderne au début des années 80. On retrouve un gros compteur avec tout écrit en orange. C'était déjà le cas sur la version A310 que j'avais pu tester. Moi je trouve ça très joli. Et on a les infos, on dira de base, la vitesse, le contour. On a aussi la pression du turbo en plein milieu. Et en dessous, on a un petit écran qui lui aussi est orange, qui vous indique la consommation instantanée. On peut avoir également la consommation moyenne. On a ce qui reste dans le réservoir, les tripes. Enfin, pour une voiture de 86, c'est assez surprenant d'avoir autant d'infos. Je m'y attendais clairement pas. La console centrale, elle, est quasi prise en intégralité par l'autoradio, qui je le rappelle est une option d'époque. Donc c'est un autoradio de la marque Philips. Il fait cassette, mais il n'a vraiment pas un format habituel. Et en plus sur celui-ci, vous avez la possibilité de régler toutes les fréquences, la balance. C'est vraiment une pièce maintenant qui participe au charme de l'intérieur de cette voiture. En dessous, au milieu de la console centrale, on a un allume-cigare. Vous avez les boutons pour les vitres électriques. Et ensuite, c'est la ventilation. Dans le prolongement de la console, on a ensuite un rangement pour ceux qui sont devant et un autre pour les passagers à l'arrière. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais cette voiture, c'est un 2+2. On peut mettre des adultes à l'arrière s'ils ne sont pas trop grands. Moi personnellement, j'ai essayé de monter derrière et vous le voyez, ça s'est passé sans difficulté. Je ne touche pas le plafond, j'ai assez de place pour mettre mes jambes. Franchement, je pourrais être en passager derrière sans trop de difficulté. J'arrive maintenant sur un Dodan. Voyons comment les suspensions se comportent. Donc je suis à 30 km/h. Bon, c'est un peu raide, mais en même temps, c'est ce qu'on attend d'une voiture sport. Je vais essayer de le prendre un tout petit peu plus vite. Faut pas que j'oublie que c'est une voiture qui est quand même assez basse. Ouais, quand on commence à essayer de prendre un gros choc comme un Dodan à plus haute vitesse, là d'un seul coup ça devient beaucoup plus mou. Dès que je peux, j'arrête pas de réaccélérer et de faire siffler le turbo. C'est juste génial. Et clairement, le couple qui arrive quand le turbo se met vraiment à charger, on a l'impression d'avoir plus que 200 chevaux. Ça vous donne d'excellentes sensations. Alors, j'arrive maintenant dans une succession de virages. Voyons comment ça se comporte. Bon, faut que je reste méfiant parce que, comme je vous disais, il n'y a aucune aide. Le moteur est à l'arrière. On sent en allant vite que l'arrière a un peu envie de partir. Faut que je me calme. Cette machine, je dois la rendre à son propriétaire en bon état. Mais c'est tellement joueur, les amis. Alors, très rapidement quand même, on sent bien que comparé aux véhicules un peu plus modernes, l'avant a un petit peu de flou. Malheureusement, quelqu'un devant moi qui est en panne.
Donc je suis obligé de me calmer. C'est un peu le problème de toute façon quand on a un véhicule à ce niveau de performance. Dès qu'on trouve un lieu un peu sympa pour se marrer, on se retrouve très vite bloqué derrière les autres. Bon, pour revenir une énième fois sur le style de cette voiture, vous pouvez voir que à l'arrière, on a encore un très grand espace vitré qui donne juste sur une petite moquette. Et cet espace en dessous de la vitre est en fait quasi inutilisable. On ne peut pas réellement ranger des choses à cet endroit, vu qu'en dessous la moquette, c'est directement le moteur. Donc la moquette va forcément chauffer, et en plus, entre la vitre et la moquette, il n'y a vraiment pas d'espace pour ranger quelque chose. Vu que le moteur est à l'arrière, l'emplacement du coffre est devant. Le coffre n'est pas si ridicule que ça. Devant, on a également le réservoir de carburant. Et vous avez aussi le lave-glace et la batterie. Pour le reste des rangements, il faudra bien sûr aller à l'intérieur. Vous avez des vides-poches dans les portes qui sont assez balèzes, ça c'est pas trop mal. On a une boîte à gants d'une taille standard et on retrouve les deux petits vides-poches dont j'ai déjà parlé dans la console centrale. Bon, forcément, lorsque vous avez une conduite comme la mienne, la consommation, elle augmente en flèche. Mais si on reste, on va dire un peu mesuré en roulant normalement, la consommation de ce véhicule est aux alentours des 12-13 litres. Alors tout à l'heure, je vous disais que ce moteur est alimenté par injection. Et d'ailleurs, le boîtier d'injection, il est placé entre les deux sièges arrière. Et d'ailleurs, il y a même des petits trous qui permettent de ventiler un petit peu afin que le boîtier ne surchauffe pas trop. On voit bien que c'est une technologie un peu primitive au niveau de l'électronique. Maintenant, on aurait des boîtiers bien plus performants qui ne chaufferaient pas et qui prendraient beaucoup moins de place. Alors une autre bizarrerie sur cette voiture qui m'a bien fait marrer, la cinématique des essuie-glaces est très bizarre. On voit qu'il y a un essuie-glace qui se lève, puis l'autre, enfin c'est un balai un peu improbable. Perso, j'adore ce genre de truc un peu ridicule. Bon, à l'époque, ça se voulait un véhicule quand même un peu moderne, et donc on retrouve des aspects qui parfois peuvent faire sourire. Par exemple, l'ouverture des portes. Vous avez une poignée bien sûr dans chaque porte, jusque-là rien de très bizarre, mais ces poignées en fait ne sont pas liées à un mécanisme normal. C'est lié en fait à un petit moteur électrique qui lui va actionner le mécanisme d'ouverture des portes. Et bien sûr, au fil des années, ce mécanisme fonctionne de manière un peu aléatoire, dirons-nous. Et on a l'impression qu'il l'avait prévu dès l'origine, vu que si jamais ce mécanisme de porte venait à être défaillant, vous avez un deuxième mécanisme qui lui est au niveau du sol. Donc vous avez deux poignées de porte, une dans la porte, une dans le sol. Les rétros sont bien sûr à réglage électrique. Enfin, c'était pas un véhicule bas de gamme à l'époque. Faut pas oublier que Alpine essayait clairement de concurrencer les Porsche 911 avec ce modèle. On va maintenant passer sur l'autoroute. Alors, la prise d'info pose pas trop de problèmes, si ce n'est le petit angle mort qu'on a à la jonction entre les deux portes. Et je vais dépasser ce camion. Je me mets en cinquième. Donc en cinquième à 110, je suis à 2500 tours. Donc ça fait pas beaucoup de bruit. Là j'ai les vitres ouvertes afin d'avoir de l'air, je vous l'ai dit. Je vais essayer de faire une relance. Donc là je suis en cinquième à 120, j'accélère à fond. Donc il se passe pas grand chose. Et ensuite, à 3000 tours, le turbo charge. Et là on prend une vitesse assez énorme. Bon, de toute façon, je pense qu'au niveau des performances, vous l'avez compris, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Maintenant, cette voiture, c'est clairement un modèle de collection. La valeur d'un modèle en bon état comme j'ai aujourd'hui, c'est entre 20 et 25 000 euros. Et actuellement, il y a un engouement pour Alpine depuis qu'ils ont ressorti un nouveau modèle, ce qui fait que absolument toutes les Alpines sur ces dernières années voient leur cote augmenter. Mais il faut savoir que ce modèle, c'est peut-être encore actuellement un des moins recherchés et un des moins chers.
Après, bien sûr, comme sur beaucoup de véhicules de collection, il y a des choses à prendre en compte si vous désirez rouler avec ce genre de véhicule. Déjà la consommation, hein, qui est quand même un peu au-delà de ce qu'on aurait sur un véhicule récent, l'absence d'aide, et aussi la difficulté à maintenir un véhicule comme ça en bon état si jamais vous aviez un accident ou ce genre de choses. Par exemple, sur ce modèle, on a une petite particularité, les feux à l'avant sont dissimulés derrière une plaque en verre. Au niveau du style, j'adore, c'est une particularité qu'on n'a plus maintenant sur aucun modèle. Et si vous devez, suite à un caillou, un choc, enfin peu importe, si vous devez remplacer ces vitres, c'est très compliqué à retrouver et même au niveau de la main d'œuvre après, c'est très compliqué à faire. En plus, sur ce modèle, vous avez du vitrage un peu partout, j'en ai parlé. Et beaucoup de ces vitres sont avec des formes un peu complexes. Donc si jamais vous deviez avoir un accident, la remettre en état serait quand même relativement compliqué. À savoir qu'il y a aussi parfois des consommables qui sont assez difficiles à trouver, comme par exemple les pneus. À cette époque, il n'y avait pas de pneus avec des jantes énormes, du 18, 19, 20 pouces comme on a actuellement. C'était des jantes beaucoup plus petites, mais avec des pneus assez larges. Donc maintenant, retrouver les pneus d'origine pour cette voiture, c'est assez compliqué. Enfin les amis, je pense maintenant vous avoir quasiment tout dit hein, sur cette Alpine V6 Turbo de 86. Franchement, j'ai adoré la conduire. Je tiens encore à remercier le propriétaire de ce modèle d'avoir fait la route afin que je puisse la tester et vous en proposer le test. C'est toujours aussi génial pour moi d'avoir des abonnés comme ça qui me prêtent des machines exceptionnelles. Merci à lui. Si vous avez des questions concernant cette voiture, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Si vous êtes le possesseur de cette machine ou si vous l'avez eu par le passé, donnez-nous également votre retour d'expérience. Maintenant, c'est une machine qui se fait clairement rare et de plus en plus chère sur le marché de l'occasion, vous l'aurez compris, c'est un collector. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo au moins autant que moi j'ai apprécié tester ce véhicule. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, vu que je sors ce genre de test assez régulièrement, une fois de plus grâce à mes abonnés. Dernière particularité dont j'avais oublié de vous parler, le frein à main n'est pas au milieu comme sur beaucoup de voitures. Vu que là on a déjà de choses au milieu, le frein à main a été décalé côté porte.